Bonjour à tous. Heureusement que j'étais parti de bonne heure de Toulouse, ce qui fait que j'ai réussi quand même à arriver après plus de 4 heures de route. J'ai réussi à vous rejoindre. Bien, pour paléontologie. Alors, bon, là vous avez le programme pour l'année. On m'a signalé qu'il y a une date qui ne convient pas, c'est celle du 16 mai. Je corrigerai, étant donné qu'il est entendu que les cours ont lieu le lundi et le 16 mai tombe un samedi, d'après ce qu'on me dit. Donc, c'est pas bon. Mais je vous parlerai de la fenêtre tectonique de Loman dans le 18 et pas le 16. Alors, en ce qui concerne le programme, vous voyez que nous avons traité de 2 thèmes généraux, l'organisation logique du monde minéral, depuis l'atome jusqu'à la planète, et puis ensuite nous avons parlé de sédimentation marine. Maintenant, nous allons parler de géologie régionale, et vous voyez que nous avons 2 cours. L'un concerne notre patrimoine au niveau du parc national, notre patrimoine géologique, et l'autre concerne nos terroirs, c'est-à-dire les vignobles dont je vous parlerai donc au mois de janvier, et éventuellement, si vous en êtes d'accord, nous ferons en fin d'année la sortie dans les vignobles du Madiranais, où je vous montrerai les terroirs, et puis nous dégusterons des vins aussi, mais ça, nous avons le temps d'en parler. Donc, le parc national des Pyrénées, vous le savez, c'est une entité historique qui est de portée, de renommée internationale, et qui comporte par conséquent, en tant que parc national, un certain nombre de paysages qui ont un intérêt patrimonial. C'est-à-dire, ils font partie de notre patrimoine, donc ils font partie de notre vie. C'est nous, à travers les paysages et à travers les roches, qui nous reconnaissons justement dans cette entité. La France a décidé en 2016, mais ça avait commencé avant, d'effectuer un inventaire national du patrimoine géologique. C'est-à-dire qu'on a recensé tous les sites d'intérêt patrimonial à travers tout le pays et évidemment la France d'outre-mer également. Alors, vous voyez sur le tableau de droite, en fonction des flèches, vous voyez qu'il y a une information ici qui va de bas en haut, qui va du niveau régional au niveau national, et puis ensuite sur la droite, vous voyez qu'il y a un retour de cette information au plan local et régional. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Une loi de 2016 donc spécifie le processus d'étude et de classement des sites géologiques d'intérêt patrimonial. À la base, ici, au départ, c'est la DREAL, c'est-à-dire la Direction régionale de l'environnement et du logement, qui a pris les choses en main. La DREAL régionale de Toulouse d'un côté, en ce qui concerne le parc national, donc de Toulouse d'un côté et de Bordeaux de l'autre.
Toulouse en ce qui concerne le département des Hautes-Pyrénées, Bordeaux en ce qui concerne le département des Pyrénées-Atlantiques, et les deux DREAL en ce qui concerne le patrimoine commun, c'est-à-dire celui du parc national, qui est à cheval sur les deux départements. Alors, la DREAL a nommé un certain nombre d'experts pour établir ce classement. Ces experts, vous voyez, ce sont les conseillers scientifiques régionaux pour la protection du patrimoine naturel. Et j'ai eu la chance de travailler justement dans les DREAL des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques pour contribuer à ce classement. Mais ça, c'était lorsque j'étais en activité. Une grande partie du travail s'est fait après mon départ à la retraite, donc j'ai suivi les choses d'assez loin. Mais pour le déclenchement, au départ, donc j'ai fonctionné dans ce cadre-là. Donc le CSRPN constitue une équipe de géologues et chacun avec sa spécialité. Et en fonction de ce que l'on connaît de la géologie régionale, choisit des thèmes. Tu es stratigraphe, tu vas choisir un site du Crétacé, du Jurassique ou du Trias. Je suis tectonicien, eh ben, je vais étudier un site qui concerne la déformation des roches, etc. Autrement dit, grâce au CRPN, on a trouvé la qualité maximale en ce qui concerne l'appréciation de la valeur patrimoniale de tous les sites étudiés. Ensuite, après cette validation locale qui s'est faite à travers le remplissage de fiches très longues, très importantes, qui incluent à la fois du texte, mais également des illustrations, des cartes, des paysages, etc. L'information remonte au niveau de l'inventaire régional, c'est-à-dire Toulouse et Bordeaux. Donc, on change d'échelle. C'est plus le département, c'est la région. Ensuite, après avoir établi donc cette mise d'accord sur la validité de cette liste, elle est envoyée pour l'inventaire national du patrimoine géologique, et c'est le Muséum national d'histoire naturelle qui recouvre cette responsabilité. Alors vous voyez, on a une information locale qui est étudiée par les spécialistes, rassemblée à l'échelle des départements, des régions, et remonte jusqu'au Muséum national d'histoire naturelle et ensuite jusqu'au ministère. La diffusion est nationale. Le Muséum d'histoire naturelle met à la disposition de tous les gens concernés, intéressés, c'est-à-dire les professeurs de lycée, mais aussi les carriers, quand il y a des carrières qui sont classées, met à la disposition donc des intéressés à travers les DREAL toutes ces informations. Et vous voyez qu'après être remonté jusqu'au niveau national, l'information redescend ensuite jusqu'au département et même jusqu'aux mairies. Il y a des mairies qui disposent de la liste des sites géologiques d'intérêt patrimonial à l'échelle de leur territoire.
La préfecture, évidemment, est concernée en sa vertu de représentant du ministère national. En ce qui concerne donc cet inventaire, il a été fait département par département, et vous voyez que les spécialistes ont rempli des fiches. Alors, je vous ai mis quelques informations qui sont contenues dans ces fiches. Vous voyez, il y a un numéro de fiche, le nom du site. Alors, le nom du site, on essaie d'éviter le terme de paysage, on essaie d'être plus précis. Et en ce qui concerne Gavarnie, par exemple, c'est l'objet géologique que l'on a classé, c'est la nappe de Gavarnie. C'est pas le site, c'est pas le cirque. Et cette nappe de Gavarnie englobe, on va le voir également, le Mont Perdu, etc. Ensuite, vous avez des renseignements en ce qui concerne le site lui-même, ici, et avec un classement. Ensuite, vous avez l'intérêt géologique principal en ce qui concerne la nappe de Gavarnie-Mont-Perdu, c'est la tectonique, c'est-à-dire la déformation des roches en relation avec une histoire géologique, c'est l'histoire géologique de la formation des Pyrénées. L'intérêt est classé à travers un certain nombre d'étoiles. C'est-à-dire que la valeur relative des sites comporte un chiffre de 1 à 50. Et à l'intérieur de cette succession de chiffres, on a établi un classement avec des étoiles. 3 étoiles, c'est de 30 à 50 points, et cela veut dire que le site a une valeur internationale. 3 étoiles. 2 étoiles de 20 à 30 points, le site a un intérêt régional. 1 étoile de 10 à 20 points, intérêt local. Et moins de 10 points, c'est un site qui a été retenu, mais qui n'a pas de valeur patrimoniale importante. C'est une valeur locale. Mais c'est important parce que les activités humaines font qu'à l'avenir, il y aura peut-être une valorisation des sites. Donc il est important que la communauté scientifique connaisse l'existence de ces sites. Et après, évidemment, bon, indépendamment de ces fiches, vous avez le nom de l'auteur, ici. C'est le spécialiste auprès duquel on peut s'adresser pour avoir davantage de renseignements sur la géologie du site. Et son adresse figure à la fois dans les DREAL, mais également au Muséum national d'histoire naturelle. Alors j'ai mis parmi les autres renseignements, évidemment, les photographies de paysages sont à considérer. En ce qui concerne le territoire du parc national, j'ai choisi, si vous voulez, les sites 3 étoiles, et vous voyez qu'il y en a 5 qui ont une valeur patrimoniale d'ordre international. Vous avez le site de l'Esquin, le pic du Midi d'Ossau, le pic du Balaïtous, les glaciers du Vignemale. C'est pas le pic du Vignemale, ce sont les glaciers du Vignemale, parce que ce sont les glaciers les plus importants des Pyrénées, pour le moment. La nappe de Gavarnie également, et les marbres de Sarancolin.
Bon, il y en a d'autres qui ont une valeur de 2 étoiles, comme par exemple le massif du Néouviel. Il y a le pic du Midi de Bigorre qui a 3 étoiles également, mais il ne figure pas sur le territoire du parc national. Alors nous allons commencer par examiner donc ces différents sites. Tout d'abord, le cirque glaciaire de l'Esquin. Cirque glaciaire de l'Esquin. Ce cirque-là, d'un point de vue glaciaire, est l'un des plus intéressants, sinon le plus intéressant, des Pyrénées. Il est plus intéressant de ce point de vue que le cirque de Gavarnie. Le cirque de Gavarnie, c'est un cirque d'érosion glaciaire. Mais les résidus de cette érosion, c'est-à-dire les moraines, sont partis. Il n'y en a plus. Il n'y a plus que le squelette, en quelque sorte. Tandis que dans le cirque de l'Esquin, eh bien, voilà l'espace qui est retenu ici, et partout ici, à l'intérieur de cette cuvette, vous avez, avec différentes couleurs, vous avez les différentes moraines glaciaires, et les plus anciennes sont au nord, par ici, et puis les plus récentes sont au sud, ici. Ce qui fait que à cet endroit, on a, voilà les moraines les plus récentes, les plus anciennes, et voilà, elles sont ici les plus récentes. Ce qui fait que, si on connaît l'âge des moraines, on peut reconstituer l'histoire du recul du glacier. Alors, ça, évidemment, c'est une projection sur la carte géologique. Et alors, ce site va comprendre les moraines, mais également la morphologie, qui est glaciaire, et les terrains qui sont concernés. Alors, voilà une image de ce site. Vous voyez qu'au point de vue du paysage, il est moins majestueux que le cirque de Gavarnie. Vous voyez? Mais, par contre, il est intéressant, voilà, ça c'est le pic d'Ani qui est ici. Il est intéressant parce que, vous voyez, il a gardé la forme, cette forme évasée des cirques glaciaires. Il est tapissé ensuite il est tapissé de moraines que vous voyez ici. Et surtout, ce qui est intéressant également, c'est que vous voyez le gave de l'Esquin qui est ici, vous voyez que c'est un petit ruisseau de rien du tout, qui n'a rien à voir avec la création du cirque. Le gave de l'Esquin, c'est l'écoulement actuel des eaux qui viennent de la montagne, mais qui n'ont en rien contribué à l'élaboration du cirque. C'est le glacier, avec ses mouvements, qui a constitué ce paysage particulier. Alors, voilà certaines parties de ce cirque. Il y a en particulier, d'un point de vue géologique, une chose intéressante, c'est cette discordance qui est ici, qui est là. Ça, c'est le Crétacé supérieur. Ce sont des calcaires qui ont à peu près 80 millions d'années. Et dessous,
vous avez, voyez, le Carbonifère qui se termine ici en pointe et le Dévonien. Ce sont des terrains qui appartiennent aux Pyrénées hercyniennes et qui ont à peu près 300 à 250 millions d'années, qui sont beaucoup plus anciens. Alors, l'intérêt de cette discordance, c'est qu'elle interroge le géologue. Comment se fait-il que dans le cirque de l'Esquin, il n'y ait aucun terrain entre le Carbonifère et le Crétacé supérieur? C'est-à-dire, il manque tout le Trias, il manque le Lias, le Dogger, le Malm, le Crétacé inférieur, etc. Donc, il faut essayer de reconstituer cette histoire à partir de ce qu'on voit là. Et reconstituer cette histoire, c'est intégrer toutes les données de la géologie des Pyrénées dans leur ensemble pour comprendre ce qui se passe. Alors, bon, aujourd'hui on n'a pas le temps de reconstituer cette histoire, mais vous voyez quel est l'intérêt d'un site géologique. C'est-à-dire le géologue connaît le site lui-même et il connaît les tenants et les aboutissants, il sait jusqu'où il peut aller jusqu'à la transmission de l'intérêt patrimonial de ce site. Évidemment, un autre paysage, c'est le pic d'Ani, qui se situe ici, et avec ici un karst, c'est-à-dire une zone de fracturation très intense, très importante des calcaires, et c'est ce karst qui alimente les grottes Les gouffres. Des gouffres. Oui, mais les grottes qui sont visitées dans le secteur, là, comment s'appellent-elles? Non, c'est pas Bétaram. Voilà. Les grottes de la Pierre Saint-Martin. Voilà, à cette mémoire. Et comme je vous le disais, les moraines, c'est-à-dire les résidus de l'érosion glaciaire, sont restés sur place. Ce qui fait que on peut les décrire et puis, avec des méthodes appropriées, donner l'âge en millions d'années et ainsi reconstituer l'histoire du retrait de la langue de glace dans le cirque de l'Esquin. Un autre site d'intérêt patrimonial, c'est le site du pic du Midi d'Ossau. Le pic du Midi d'Ossau, c'est le seul volcan des Pyrénées. Il y a des volcans dans la partie tout à fait orientale, c'est-à-dire dans les Corbières et surtout en Catalogne, mais qui appartiennent à une histoire récente. C'est l'histoire de la fracturation qui va de l'Afrique jusqu'à l'Europe du Nord, en passant par le Massif central, avec tous les volcans. Voilà, ça c'est une histoire qui est récente, quelques milliers d'années. Par contre, ici, c'est une histoire de 300 millions d'années. Ça veut dire qu'il y a 300 millions d'années, on est à la fin de la période hercynienne et on n'est pas encore entré dans la période pyrénéenne. C'est-à-dire qu'on est dans une période où, après s'être mise en place, la chaîne hercynienne s'est érodée complètement et la Terre a commencé à s'ouvrir et pour donner naissance au golfe de Gascogne et ensuite au fossé nord-pyrénéen et aux Pyrénées par la suite. Donc, c'est un volcan qui, d'un point de vue historique et stratégique, est quand même intéressant. Mais il a beaucoup souffert, ce volcan. Le voici ici,
ici, donc, vu depuis Artoust. Et ce que vous voyez là, c'est pas le cône volcanique, c'est pas le cône. C'est la bordure d'une caldeira, une chaudière. C'est la bordure d'une caldeira qui a été reprise par la tectonique pyrénéenne et basculée à la verticale. Alors voilà les roches que l'on y trouve. Ce sont des roches qui viennent du manteau terrestre et de la croûte inférieure, et en particulier des rhyolites, des syénites également, donc des roches éruptives. Il y a également des roches ici qui sont des roches d'explosion volcanique, des inimbrites. Ça montre que le volcan a été un volcan explosif à un moment donné de son histoire. Alors, son histoire, la voici. Vous voyez la photo actuelle qui est ici. En deux, ici, vous voyez, à la fin du primaire, c'est un volcan explosif qui se met en place, mais ensuite, un peu plus tard, à la fin du Carbonifère, par manque d'alimentation, le volcan s'effondre. Le volcan s'effondre pour donner une chaudière, une caldeira. Et ensuite, vous avez ici, ici, pardon, vous avez des petits cônes résiduels qui traduisent la mort du volcan. Pendant cette période qui est ici, on est au Trias, la région est totalement érodée, donc le paysage est totalement plat. Tout a disparu. Et puis ensuite, un peu plus tard, décidément, un peu plus tard, ici, la tectonique pyrénéenne a fait que la bordure sud de la caldeira a rejailli vers la surface. Voilà. Alors voilà ce qui s'est passé. Actuellement, vous avez ici le pic du Midi d'Ossau. Mais ce pic du Midi d'Ossau, c'est une partie, avec donc des roches volcaniques qui sont vertes ou jaunes, c'est une partie totalement déformée de l'ancienne caldeira. La voici ici. Elle faisait 6 à 7 kilomètres et la tectonique pyrénéenne a bousculé cette caldeira et l'a convertie en une série de chevauchements, d'écailles de chevauchement. Donc quand on parle d'un volcan, le volcan du pic du Midi d'Ossau, il faut être très prudent. C'est un volcan qui a une longue histoire et qui a beaucoup souffert au cours des temps géologiques. Un autre point intéressant et souvent insoupçonné au point de vue du patrimoine, c'est dans la vallée d'Azun, le massif de granit du Balaïtous, que vous voyez ici. Ici, voyez, le massif du Balaïtous. Le rose qui est ici, c'est un massif de granit qui est très, très, très important, mais qui en tant que tel n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est le pic de Balaïtous. Et au pic de Balaïtous, c'est-à-dire
ici, vous avez un résidu de la couverture pyrénéenne qui est ici. Voilà, résidu de la couverture pyrénéenne que l'on trouve au sommet du pic et qui repose sur le granit ici. Et entre les deux, cette série d'âge Crétacé supérieur, c'est-à-dire environ 90 millions d'années, qui repose sur le granit qui lui a 300 millions d'années, et entre les deux, vous avez ici une croûte ferrugineuse, un encroûtement ferrugineux qui illustre toute l'histoire géologique intermédiaire. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'orogénèse hercynienne et avant le dépôt de la couverture du Crétacé supérieur, dont il reste un petit chicot de rien du tout. Eh bien, quand on regarde les choses tout autour, on se rend compte que tous les terrains intermédiaires, c'est-à-dire le Trias, le Jurassique, le Crétacé inférieur, se sont déposés. Ça a fait l'objet de controverses entre géologues. Moi, je défends mordicus l'idée que les terrains se sont déposés, mais ils ont été enlevés. Et la preuve, c'est que lorsqu'on les voit apparaître, soit du côté français des Pyrénées, soit du côté espagnol, les faciès qui manquent ici ne sont jamais des faciès de bordure de bassin. Ce sont des faciès d'intérieur de plateforme. Comme il n'y avait pas de bordure, forcément ces plateformes passaient par-dessus le pic de Balaïtous. Et c'est juste avant la création du golfe de Gascogne par bombement, la croûte terrestre se bombe comme ça, on appelle ça du doming, et puis elle s'effondre. Voilà. Et c'est à ce moment-là, au Crétacé inférieur, que du fait du bombement, tous les terrains ont été enlevés. Et tout ceci a participé de l'histoire du Crétacé inférieur, et au Crétacé supérieur, tout était terminé, les terrains se sont déposés à plat, par-dessus. Voyez l'intérêt de ce site géologique du Balaïtous. Alors ça, ce sont des granites qui permettent de reconstituer la mise en place de ces massifs au cours de l'orogénèse hercynienne. Ce n'est pas à proprement parler l'intérêt propre du site. Voilà une vue depuis le sommet du Balaïtous, et vous voyez ici, voilà, ici vous voyez les terrains, les barres du Crétacé supérieur, et en face vous avez le massif de granit dans son ensemble, le massif de granit de Cauterets, avec une partie centrale qui est ici avec un granit blanc, gris, massif, et autour des granodiorites, c'est-à-dire des granites qui sont plus sombres, plus riches en éléments ferromagnésiens. Et ceci s'explique très bien. Lorsque le magma granitique monte à la surface, à la fin d'une période d'orogénèse, il y a de la distension, donc les roches du manteau supérieur et de la croûte inférieure ont tendance à monter, elles sont chaudes, elles montent. En montant, elles se refroidissent, mais elles se refroidissent et elles se polluent au contact de la croûte. Et cette pollution se traduit par un enrichissement en éléments sombres, ferromagnésiens du granit.
Et comme le granit monte à l'image d'une bulle de baudruche en quelque sorte, la pollution elle se fait à la périphérie et le centre du massif de granit est protégé de la pollution par les bordures. Ce qui fait que lorsque l'érosion intervient, eh bien, elle met à nu un granit pollué, sombre, granodiorite à la périphérie, et un granit clair, propre, dans la partie centrale. Et ça, c'est valable pour la plupart de tous les granites des Pyrénées, qui sont donc des granites hercyniens. Alors, vous voyez l'intérêt de ces sites. Tout ceci s'intègre dans la signification du site du pic de Balaïtous. Alors, les glaciers du Vignemale. Le pic de Vignemale se situe ici, à la frontière entre la France qui est au nord et l'Espagne, qui est ici. Alors, d'un point de vue structural, ce pic de Vignemale, c'est une lame de calcaire qui sont d'âge dévonien et carbonifère et qui, par leur orientation, leur organisation, s'intègrent dans le grand ensemble de la nappe de Gavarnie et du Mont Perdu, qui est juste à côté. C'est pour ça que les géologues ont classé le site de Vignemale par les glaciers. Et c'est là que l'on peut étudier effectivement le fonctionnement des glaciers, hiver, été, et surtout le recul, l'importance du recul actuel, puisque voilà donc ce pic du Midi, ce Vignemale qui est ici, le voilà ici aussi. Ici on a un glacier qui est au nord, qui est peu développé, le glacier des Oulettes. Par contre, au sud, on a un glacier qui est plus important. Alors ça, c'est encore le même secteur des Oulettes où l'on voit le Vignemale, le résidu de glacier, et ceci, c'est un ancien lac glaciaire qui a été comblé par les produits de l'érosion du massif de Vignemale. Alors, voilà, le glacier que je voulais vous montrer, c'était ce glacier d'Ossou, qui est le plus important des Pyrénées. Je l'ai photographié ici en peut-être 75, 78, vous voyez. Et je pense que depuis lors, il a beaucoup diminué. Alors, il est intéressant, évidemment, parce que à travers sa structure, on voit comment la glace fonctionne. On a une vallée en U, qui est une vallée typique du glacier, et puis ensuite, on a la partie amont du glacier ici, avec, voyez, toute une série de craquelures qui sont hémicirculaires et qui illustrent la fonte de la glace. La glace est en mouvement, et comme elle est en mouvement, elle se fissure en fonction de la topographie, en fonction du fond du cirque. Et évidemment, les eaux de surface, alimentées par le climat, s'infiltrent en profondeur et vont donner naissance au ruisseau d'Ossou, qui est en contrebas.
Voilà quelques images qui vous montrent ici le Vignemale avec ses calcaires dévoniens rubanés. Vous voyez que les couches sont presque verticales, elles ont été affectées par la tectonique pyrénéenne au même titre que la nappe de Gavarnie. Ici, en aval, vous avez une magnifique morphologie glaciaire. Ça, c'est sur la route du lac de Gaube. Également, c'est-à-dire qu'on voit les traces du passage de la glace d'amont en aval. Voilà, ici en particulier. Ici et là. Ici, on voit dans la partie encore vivante du glacier l'érosion, c'est-à-dire que c'est un coin où, en hiver, la glace arrive à se déposer de nouveau et par conséquent à figer l'érosion. Par contre, dès le printemps, la glace fond et à ce moment-là, l'érosion joue. Et ici, voilà, vous avez dans l'actuel une moraine. C'est-à-dire, c'est une moraine qui a quelques centaines, voire milliers d'années, ce qui est très rare dans les Pyrénées. Les moraines ont des millions d'années d'une manière générale. C'est pour ça que c'est le seul endroit des Pyrénées où vraiment on devine la respiration du glacier encore. D'une part à travers l'érosion, d'autre part à travers l'effritement de la glace, la fonte, et d'autre part à travers les résidus de l'érosion glaciaire, c'est-à-dire les moraines. D'où l'intérêt patrimonial de ce site. Un autre site également, qui est uniquement en partie situé sur le territoire du parc national des Pyrénées, c'est ici le marbre de Sarancolin, en Vallée d'Or. Le cirque, le territoire du parc s'arrête à Beyret-de-Jumet ici, voilà, et passe le long de la vallée. Mais d'un point de vue géologique, nous ne pouvons pas dissocier les deux zones de carrière qui sont ici et qui ont été et même sont exploitées comme marbre, c'est-à-dire la carrière d'Illiette, ici en vallée droite, rive droite de la vallée de la Neste, et ici la carrière de Beyret-de-Jumet qui se situe à l'ouest, rive gauche. Alors voilà une image de l'une de ces carrières. C'est celle qui était exploitée récemment, mais qui est provisoirement abandonnée, qui se situe ici. C'est la carrière de Beyret-de-Jumet. Et ici, vous avez une interprétation du paysage. Voilà. Vous avez des couches qui sont à peu près verticales, qui ici sont d'âge Crétacé supérieur et ici d'âge Trias. Il manque, comme dans la région plus occidentale qu'on a vue tout à l'heure, il manque le Jurassique et le Crétacé inférieur. On en reparlera peut-être un jour. Voilà. Alors, cette carrière qui est ici, elle montre un marbre gris qu'on appelle le gris Versailles et qui est différent du marbre d'Illette
qu'on appelle l'opéra fantastico, qui... voilà. Alors ça, c'est la carrière de Beyret de Jumet. Bon, alors, je vais continuer l'explication ici. Donc là, elle était exploitée, la photo a été prise il y a 3 ans, peut-être 4 ans, elle était exploitée par une société italienne et vendue aux Japonais et aux Chinois comme marbre de Carrare. Bon, alors, on ne voit pas très bien ici la signification géologique, mais on la voit un tout petit peu. Donc, c'est un marbre qui est gris dans son ensemble, et vous voyez ici, vous voyez que à la partie supérieure de même ici, il y a tout un réseau de fissures. Voilà, ici aussi. Certaines sont remplies ici de calcite rouge, d'autres ici, ce sont des failles remplies de calcite blanche. Ces terrains-là ont une signification particulière, ce sont des brèches. Voilà, ça c'est le gris Versailles. Ce sont des brèches avec des éléments anguleux que vous voyez ici. Et puis, localement, il y a des fissures qui sont remplies de fer. Alors, avant de voir l'origine, voyons, je vais vous parler plus précisément de la carrière d'Illette, qui est un marbre beaucoup plus prestigieux, mais qui a une origine commune. Et cette origine fait la valeur du site d'intérêt patrimonial. Ce sont donc des calcaires du Crétacé supérieur qui sont ici. Ça, ce sont les calcaires du Jurassique. Le massif de la Barousse est derrière. Et le marbre qui est exploité là, c'est un marbre que l'on appelle donc opéra fantastico. Voilà la carrière d'Illette. Elle était encore en exploitation et j'ai cru comprendre que l'exploitation avait repris également. Alors, ce que l'on voit encore mieux ici que dans l'autre image, c'est que vous avez tout un tas de fissures qui sont ici, plus ou moins verticales, voyez, ici, et qui sont remplies d'argile ferrugineuse et de calcite ferrugineuse, et c'est l'ensemble, la brèche calcaire, plus les fentes remplies d'argile, qui font toute la valeur du marbre d'Illette, du marbre de Saran-Colin. Ce marbre-là est exploité, en particulier ici, depuis l'époque de Louis XIV, parce que c'est lui qui, pour Versailles, a envoyé son ministre pour explorer la région et mettre en valeur, mettre en activité donc cette carrière. Les marbres étaient descendus sous forme de blocs qu'on coupait à la bêche, à la main, et descendaient gravitairement jusqu'au ruisseau. La Neste était chargée sur des radeaux, transportés jusqu'à Bordeaux, où on les chargeait sur des bateaux et on les amenait jusqu'à Rouen, où ils étaient travaillés pour l'aménagement, l'embellissement des châteaux de la région parisienne. Alors, ce que l'on voit ici, c'est... Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un plein écran ?
Pardon? Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un plein écran? Un plein écran? Oui, les photos. Vous cliquez sur diaporama. Cliquez sur diaporama. Il s'est mis en veille. Cliquez sur diaporama en haut. En haut. C'est bon là? J'ai un problème avec mon ordinateur, il va falloir que je fasse voir ça de près. Effectivement, on voit mieux là. On voit mieux. Alors, vous avez à gauche, ici, une vue du calcaire. C'est un calcaire du Crétacé supérieur avec des fossiles. Ce sont des lamellibranches de type des rudistes. Des rudistes, ils sont ici, qui montrent bien que la mer qui a déposé ces calcaires au Crétacé supérieur, c'était une mer chaude, peu profonde. Cette mer qui couvrait d'ailleurs tout le Sahara jusqu'à l'Afrique noire. Ensuite, vous avez divers aspects de ces brèches qui sont absolument magnifiques. Ici, à gauche, vous voyez que on a eu d'anciennes stratifications qui sont complètement désarticulées, déformées. Ici, par contre, on les a pratiquement en place. Voilà. Et ici, on voit bien le fonctionnement du remplissage. En fait, toutes ces fissures résultent d'une fracturation du substrat à l'époque tertiaire, au début de la surrection des Pyrénées, il y a à peu près 60 millions d'années. La croûte ibérique venant du sud s'est enfoncée sous la croûte européenne. Elle est stable, la croûte européenne. La croûte ibérique est poussée par l'Afrique, elle s'enfonce dessous, et le relief qui est créé par cette subduction continentale va évidemment être porté à l'immersion et va subir les effets climatiques, d'où les effets du karst. On a un calcaire, on a l'immersion, on a les cassures tectoniques, et par conséquent, on peut faire fonctionner le karst. Et en plus, juste à côté, il y a des couches rouges du Trias. Et ces couches rouges du Trias, elles participent également à la surrection des Pyrénées, et l'eau va amener le fer pour remplir les fissures de ce karst. Et ça donne, si vous voulez, ces images qui sont là, avec les brèches qui traduisent la surrection des Pyrénées, les fissures remplies ici qui traduisent le fonctionnement du karst également, et les fossiles qui traduisent donc l'environnement calcaire dans lequel s'est développé ce marbre. Alors voilà l'histoire géologique de ce marbre de Sarrancolin. Vous voyez ici, en haut, vous avez la plateforme en verre du Crétacé supérieur qui repose pépère sur le Trias, qui est ici en rose. Voyez, ça c'est au Crétacé supérieur, les Pyrénées ne sont pas encore en place. Ensuite, les Pyrénées se mettent en place au début du tertiaire, à l'Éocène, sous l'effet d'une compression. En fait, l'image n'est pas très bonne, c'est
un schéma que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. Maintenant, je le ferai différemment. À l'époque, je pensais que les Pyrénées étaient le résultat du rapprochement de deux croûtes, la croûte européenne et la croûte ibérique. Maintenant, on sait que la croûte ibérique, c'est un morceau de croûte européenne stable. La croûte européenne, c'est un morceau au nord de croûte européenne stable. Et la croûte ibérique, c'est un morceau de croûte européenne instable. Voilà. Ce qui fait que les Pyrénées sont intra-européennes. Contrairement à ce qui se passe pour les Alpes. Et alors j'ai un de mes collègues qui disait les Alpes sont filles de la Thétis, donc elles ont une histoire dans la partie orientale de l'Europe, alors que les Pyrénées sont filles de l'Atlantique. Elles sont contemporaines de la tentative d'ouverture du golfe de Gascogne, sous l'effet de la poussée de la plaque africaine vers le sud. Au Lias, au Jurassique, la plaque africaine était contre le Canada actuel, elle a glissé vers le sud et elle a entraîné dans son mouvement l'Ibérie en ouvrant le golfe de Gascogne. Puis ensuite, elle est passée vers l'est parce que l'Atlantique s'ouvrait, dont l'Afrique est poussée vers l'est, et maintenant, étant donné le développement de l'hémisphère sud, avec des croûtes chaudes, l'Afrique pousse vers le nord. Et par conséquent, c'est à ce mouvement de l'Afrique que l'on doit la création de la chaîne des Pyrénées, qui est un rift, c'est-à-dire une déchirure atlantique avortée. Au lieu de s'ouvrir, le rift, il a essayé de s'ouvrir et puis il s'est fermé à cause de la poussée de l'Afrique. Alors l'érosion ici joue et permet le développement du karst ici. Et voilà le Trias qui est ici, qui va alimenter le karst en fer. Et ensuite ici, vous avez des fissures karstiques qui sont ici, qui vont se remplir lorsqu'il pleut. La pluie va amener du fer à partir du sol et ce fer va se trouver piégé dans les fissures et va donner donc ce marbre de l'Opera Fantastico. Ça vous paraît clair cette histoire? Bon. Autrement vous me le dites. Et nous arrivons au grand site, la nappe de Gavarnie. Alors, au début, on parlait de nappe de Gavarnie. Maintenant, on parle de Gavarnie-Montperdu. C'est la même grande unité. L'Europe a fait des progrès. Et par conséquent, bien que le Montperdu soit en Espagne, c'est les Pyrénées qui font donc l'unité de tout ça. Et l'Espagne, qui a classé également ces sites géologiques, a également classé le site Gavarnie-Montperdu, bien que Gavarnie soit en France. Ce qui fait que en géologie, il n'y a pas de frontières. Alors, cette vallée de Gavarnie que vous voyez ici, voilà, Gavarnie se situe ici, vous voyez, elle se situe dans un domaine tout à fait particulier, entre au sud, qui est ici, au sud, on a ce qu'on appelle les nappes sud-pyrénéennes, c'est-à-dire tout un paquet de sédiments
qui ont été entraînés en direction du sud lors de la surrection des Pyrénées. La surrection des Pyrénées a fait que la couverture a glissé vers le sud sur des dizaines de kilomètres. Et en amont, ici, qui est ici, on a le bombement. Le bombement, c'est-à-dire l'endroit où la croûte européenne sud, instable, s'est accumulée. Plus vous accumulez des écailles de croûte, et plus vous créez du relief. Parce que la croûte est légère par rapport au manteau. Donc, si vous avez une croûte très épaisse, elle est forcément légère et située dans une chaîne de montagne. Si vous avez une croûte mince, ça veut dire qu'elle est lourde et on se situe dans un domaine océanique. Tout ceci, c'est un problème d'équilibre finalement. C'est l'histoire du bouchon dans la baignoire. Vous mettez un bouchon de liège, il reste à la surface. Mais si vous pressez, vous pouvez l'enfoncer. Mais si vous en mettez 2, 3 ou 4, il faut presser plus fort pour enfoncer l'ensemble. Pour la croûte terrestre, c'est exactement la même chose qui se produit. Alors, voilà les zones qui concernent plus précisément la structure géologique à la nappe de Gavarnie. Vous avez décidément vous avez ici la zone de racine des nappes, c'est-à-dire l'endroit où la croûte terrestre, du fait de la butée contre l'Europe, la croûte terrestre se relève et les couches sont verticales, comme ça. Comme c'est le cas donc dans la plus grande partie de la haute chaîne des Pyrénées. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le corps de la nappe, des nappes, c'est-à-dire c'est une partie des nappes qui a glissé gravitairement. Lorsque la croûte monte pour générer la nappe, la couverture, ou bien elle reste stable, ou bien elle glisse. Et comme on a du trias entre la couverture et le soc ancien, eh bien, la couverture a glissé. Et ce glissement s'est fait sous la mer. Alors que la mer occupait la partie sud des Pyrénées. Et ce qui fait que les nappes sud-pyrénéennes ici, qui font partie de l'ensemble Gavarnie-Montperdu, ont une histoire sous-marine, en particulier sous-marine. Alors voilà la région au point de vue structural. Vous avez ici donc la haute chaîne, ça c'est la fenêtre de Gavarnie, ici, et tout ceci, vous voyez, ce sont les nappes sud-pyrénéennes, la nappe de Gavarnie et la nappe ici du Côtier, là, et de la Pedraforca. Toute la partie sud des Pyrénées, c'est un pays de nappes. Pourquoi? Parce que tout simplement, lors de la poussée africaine vers le nord, le relief pyrénéen s'est créé d'abord à l'est. Et puis, ce relief s'est déplacé progressivement vers l'ouest. Du fait de la composition de la croûte, eh bien, on va avoir ce relief avec création d'une topographie et instabilisation de la couverture qui, sur le Trias, va glisser en direction du sud et va donner les nappes. Alors, ces nappes, elles sont plus anciennes à l'est, ce sont les nappes du Haut-Empurdan, puis elles sont un peu plus jeunes en partie centrale, avec la nappe de la Pedraforca et de Gavarnie, et encore plus jeunes
à l'ouest, avec la nappe de Gavarnie, et puis il y en a d'autres qui sont au sud, qui sont en train de se créer. Ce qui fait que ces nappes, c'est une succession d'unités qui, l'Est est ici, les nappes sont plus anciennes ici, et les autres, plus occidentales, sont nées par en dessous. Les nappes se superposent un peu comme les tuiles d'une toiture, un peu à l'envers, vous voyez, comme ça. C'est ça la formation des nappes des Pyrénées. Et c'est ça le témoignage de la nappe de Gavarnie, en ce qui concerne la valeur patrimoniale. C'est extraordinaire, parce que d'un seul coup, vous reconstituez l'histoire de la chaîne dans son ensemble. Ça vous paraît clair ? Alors, voilà une coupe avec ici la croûte européenne. C'est un butoir en quelque sorte. Et ceci, c'est la croûte méridionale, ici. La poussée africaine s'effectue dans ce sens. Et sous l'effet de cette poussée, les terrains rejaillissent presque à la verticale ici. Et ici, dans le front des nappes, c'est la couverture de ceci qui a glissé en direction du sud. Alors ça, c'est une diapositive que j'ai préparée il y a 4 ou 5 ans. Et maintenant, je me rends compte que je ne présenterai pas tout à fait les choses comme ça. Je mettrai, si vous voulez, ici, de la croûte européenne stable. Et ici, je mettrai de la croûte européenne instable. Instable. Voilà. J'espère que ces idées-là seront acceptées. Je les ai présentées dans une revue nationale, en anglais, et la note a été rejetée. Et je l'ai présenté, ce même travail, dans une revue régionale, et elle a été cette fois acceptée. Et par conséquent, ces idées-là vont être véhiculées. Autrement dit, il n'y a pas 2 croûtes, il n'y a qu'une seule croûte, la croûte européenne, et l'Ibérie n'est pas une plaque. L'Ibérie, c'est un morceau mobile de l'Europe. Et l'Ibérie est atlantique. Les Pyrénées sont atlantiques, alors que on nous a toujours appris, et vous avez, si vous étiez enseignant aussi, appris que dans les Pyrénées, il y a ce qu'on appelle le cycle alpin. Le cycle alpin, c'est-à-dire que c'est le cycle qui est contemporain de la mise en place des nappes, des Alpes. Et comme ce sont les géologues alpins qui ont découvert les nappes dans les Pyrénées, eh bien ils ont dit les Pyrénées, c'est comme les Alpes. Et donc on va mettre en place un cycle alpin. Et en fait, le cycle pyrénéen que je défends n'a rien à voir avec le cycle alpin. Alors vous voyez où on en est actuellement. Ce que je regrette, c'est que je suis un vieux géologue, c'est-à-dire un fantassin de la géologie, quelqu'un qui a appris son métier sur le terrain. Et maintenant, apprendre la géologie, apprendre son métier sur le terrain, ça coûte très cher. Et par conséquent, on l'apprend avec un ordinateur et à partir de modèles. Et je le regrette vivement parce que on perd de la connaissance du terrain. Maintenant, on va arriver à un stade où, à Toulouse et Bordeaux, il n'y aura plus une équipe de géologues susceptible d'aller chercher de nouveaux sites, parce qu'aucun ne connaît les Pyrénées. Donc, la situation est difficile, et excusez-moi, mais je suis obligé de le dire, parce que je le vis
comme ça. Alors, quelques images donc de cette merveilleuse nappe. Ici, vous avez le village de Gèdre. Ici. Ici, la zone de racine. Et là, le corps de la nappe. Et voilà la surface de charriage pour ceux d'entre vous qui connaissent la région. Eh bien, on la voit sur le terrain, on arrive à voir la zone de fracturation très intense à la base de la nappe de Gavarnie. Voilà quelques paysages de la nappe. Ça, c'est le cirque de Troumouze. Et vous avez ici les terrains de la couverture de la nappe de Gavarnie. Et ici, vous avez le substrat de la nappe avec des terrains qui sont du Crétacé supérieur. Donc, ces terrains qui sont ici ont glissé de la gauche vers la droite. Et ceux qui sont ici, ils ont été poussés de la droite vers la gauche, poussés par l'Afrique. Dans le village de Gèdre se situe sur des terrains qui ont subi la poussée africaine en direction du nord. C'est l'intérêt de ce site qui est absolument extraordinaire. Voilà un autre aspect de la nappe de Gavarnie. Ici, nous sommes dans la haute vallée de la Neste de Géla. On est ici au col des Aiguillettes et on a la vue de la nappe de Gavarnie en direction de l'ouest. Et vous avez ici donc la surface de contact de la nappe. Ça, ce sont des terrains anciens, du Dévonien et du Carbonifère. Ça, ce sont des terrains anciens également, mais il y a du Permo-Trias et du Crétacé. Donc, ça veut dire que les anciens qui sont ici sont passés par-dessus les terrains plus récents. Voilà un peu ce qui s'est produit schématiquement et qui fait l'originalité des Pyrénées. Vous avez ici la situation des Pyrénées au Crétacé inférieur. On a une tentative d'ouverture océanique dans le prolongement du golfe de Gascogne. Et cette tentative s'effectue par écartement de la croûte qui est à gauche par rapport à la croûte qui est à droite, cet écartement étant lié à la poussée africaine. Et puis, l'Afrique a changé son sens de déplacement et a généré en quelque sorte, ici, la structure des Pyrénées. Et ce que vous voyez ici, au niveau de Gavarnie, ici, le jaune, eh bien, c'est la couverture de ces terrains violets. Ce jaune, c'est du tertiaire, vous voyez, qui est ici. Et il vient de l'Èbre. Il a été poussé par l'Afrique en direction du nord, en bousculant la partie nord de la croûte pyrénéenne, laquelle est passée par-dessus et a glissé gravitairement pour générer les nappes. C'est ça l'histoire des Pyrénées. C'est une ouverture atlantique qui a échoué. Et elle n'a pas pu, du fait du déplacement de l'Afrique, il n'a pas pu s'ouvrir pour donner naissance à un océan. Et ceci, c'est le résultat.
c'est-à-dire du fait de la montée ici du substrat. Vous voyez, ici, ça c'est la bosse des Pyrénées. La couverture qui est ici, avec du trias, glisse gravitairement. Et ceci, vous voyez, ça s'effectue sous la mer. Voilà, la mer occupait la partie sud des Pyrénées, il n'y avait que cette partie ici qui émergeait, ce qui fait que tous les terrains des nappes d'aujourd'hui des Pyrénées, ce sont des terrains qui ont glissé sous la mer. Et forcément, ils glissent beaucoup plus facilement. Il suffit qu'il y ait une pente, comme les terrains sont gorgés d'eau, évidemment la gravité joue. Par contre, s'ils sont portés à l'immersion, ils sont consolidés et à ce moment-là, ils résistent mieux. Voilà ce magnifique objet, la nappe de Gavarnie, classée au patrimoine mondial, et vue ici dans la partie haute du cirque de Gavarnie, à partir je crois que c'est la cabane des Espuguettes qui s'appelle là, qui est là, voilà. Et on a la vue en direction de l'ouest, et on voit très bien sur le terrain, vous voyez le paysage ici. Voilà, ça ce sont les terrains anciens du Paléozoïque, Pic de la Pahue, le Mourga, le Vignemale, qui sont passés par-dessus les terrains qui se situent, vous voyez, ici. Vous voyez, là, vous avez une couche de terrain du Crétacé qui est ici. Et cette couche crétacée repose directement sur le socle. Ce socle est fait de migmatite. Ces migmatites, ce sont d'anciennes argiles déposées près du pôle sud de l'époque. Il y a à peu près 1 milliard d'années. Et au fil du temps, ces argiles se sont déplacées en direction du nord, en suivant les plaques, ont été transformées par métamorphisme en d'abord schiste, puis micaschiste, puis gneiss, et enfin en migmatite. Et le terme ultime, c'est à Gèdre, c'est le granit de Gèdre, en granit. Autrement dit, l'histoire de ces migmatites de Gavarnie, ce sont des argiles déposées près du pôle sud, transformées en granit aujourd'hui, que l'on voit aujourd'hui à Gèdre. C'est dire, encore une fois, l'intérêt patrimonial de ce site, qui permet de reconstituer des pans entiers de l'histoire. Après, ici, vous voyez la couverture en gris de ces couches-là, ça c'est du Crétacé, qui s'est renversé. Lors du glissement de la nappe, il s'est renversé. Et ceci, c'est le front de la nappe, c'est la partie glissée sous la mer. Donc, ceci, c'est la couverture qui est solidaire de la nappe, et ça, c'est le corps alloctone de la nappe qui se développe jusqu'au front. Voilà, bon, ça c'est la même histoire que tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi j'ai mis ça. Ah, voilà, oui, c'est pour vous situer, là vous reconnaissez le paysage au niveau du Pyménée, c'est pour vous situer ce qu'on voit dans le paysage, c'est-à-dire le corps glissé, charrié vers le sud. Et au premier plan, ici, on a les terrains anciens, dévoliens, qui ont glissé en direction du sud, et dont la couverture se situe là, effectivement. Voilà. Voilà une vue qui est plus éloignée, ici, avec ces terrains glissés. Il y a, vous le voyez, un grand accident ici.
un grand accident ici, un secondaire ici, ce qui fait que tous les terrains, le cirque est ici, tous ces terrains qui sont là sont allochtones. C'est la couverture glissée gravitairement en direction du sud. Glissée gravitairement, c'est-à-dire sous l'eau. Il n'y avait pas de relief à l'époque. Ah, je vous ai mis cette image aussi. Là, vous reconnaissez la vallée de Gavarnie avec le cirque qui est ici, la cascade, le Marboré, l'épaule, la tour, l'épaule, la brèche de Roland qui est ici. Et alors j'ai mis cette image effectivement pour reconstituer l'histoire. Voilà. On a tout d'abord la poussée de la partie inférieure de ce paysage en direction du nord, sous l'effet de l'Afrique. L'Afrique est située à droite, ici. Et ces terrains qui sont ici sont des terrains non très anciens, mais ils ont un morceau de couverture. Et ce morceau de couverture appartient à l'Èbre, appartient au bassin de l'Èbre, au sud. Ensuite, à force de pousser, les terrains se craquellent, un peu dans tous les sens, et le corps de la nappe commence à se mettre en place. Le voici, ce corps de la nappe, avec des terrains qui sont anciens, des terrains du Dévonien, et ensuite, étape suivante, on a la couverture glissée en direction du sud. 1. La poussée vers le nord qui va générer les migmatites. 2. La réaction de la croûte avec la mise en place des corps paléozoïques des nappes. Et 3. Le glissement gravitaire sous la mer de la couverture de ces nappes. Voilà ce que je voulais vous montrer. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.